On a souhaité consacrer une table ronde justement à l'intensification, mettre en lumière le regard du producteur, prendre le pouls, vous allez l'entendre, de ses aspirations, de ses inquiétudes, car augmenter la production nécessite dans les faits davantage de besoins techniques, de spécialistes et une formation plus efficace. Cette table ronde, elle sera modérée par Sibiri Jean Zoundi, qui est directeur adjoint du secrétariat du Club du Sahel. Il sera entouré de Bernard Lehmann, président du HLPE, le panel d'experts de haut niveau au Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et de Koliang Palebe, agropasteur, qui vient du Tchad spécialement pour cette conférence et qui est président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. On sera également en visio avec Nadine Andrieux, chercheur au CIRAD. Je voudrais qu'on les applaudisse bien fort. Ils vont me rejoindre sur scène. Donc Sibiri, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Capucine, et le bonjour à tous et à toutes. Et merci aux panélistes pour leur disponibilité. J'imagine que Nadine nous entend bien. Ça peut aller? Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Docteur Andrieux? Oui, bon? Je vous entends. OK, très bien. Et donc, comme disait Nadine, nous avons le plaisir de parler d'un sujet un peu controversé, mais inévitable. Et pour démarrer, je dirais ceci. Dans les années 50, 10 producteurs agricoles devaient produire suffisamment pour leur propre consommation et dégager du surplus pour un consommateur non producteur agricole. D'ici 2030, on aura un producteur agricole qui devrait produire suffisamment pour répondre aux besoins de 2 consommateurs non producteurs agricoles. Et cette tendance irréversible va se poursuivre. Et la photographie du futur est que nous aurons de plus en plus de consommateurs non producteurs agricoles et je préciserai, comme Morikoni vient de le dire, et surtout des urbains qu'il faille nourrir de manière saine et surtout durable. En d'autres mots, nourrir convenablement et sans détruire. Face à ce défi, le débat sur l'intensification trouve toute sa pertinence. Mais comme disait Capucine tout à l'heure, s'il faut intensifier, la question centrale est de savoir comment le faire de manière durable et responsable. Et derrière cette préoccupation, il y a des questionnements pour lesquels nous nous proposons en tout cas d'avoir l'éclairage d'éminents spécialistes devant nous ici et en ligne. Et quelle option d'intensification agroécologique durable et pour une meilleure optimisation des bénéfices réciproques agriculture-environnement? Quelle option politique, sociale, technique, financière mettre en œuvre pour orienter nos pratiques vers des logiques plus responsables et durables surtout, centrées autour de la logique produire ou développer sans détruire? Troisième type de questionnement, comment optimiser la
contribution de la co-innovation, c'est-à-dire celle mettant en co-construction les savoirs endogènes d'innovation des producteurs et l'apport de la recherche classique. Et dernier type de questionnement, quel modèle de coopération nord-sud mutuellement bénéfique promouvoir en faveur d'une meilleure intensification agroécologique durable, aussi bien au nord comme au sud. Pour lancer cette discussion, je voudrais d'abord passer la parole aux représentants des agropasteurs et M. Palemele de la plateforme paysanne qui va, dans un premier temps, réagir sur ces différents questionnements et surtout en mettant l'accent sur les options envisageables pour faire de l'agriculture et de l'environnement de parfaits alliés. Et M. Palemele, vous avez 3-5 minutes pour réagir et restez dans le temps parce que nous aurons encore un autre tour de débat. Merci. Merci beaucoup pour cette occasion, cette opportunité qui m'est offerte pour cette grande rencontre entre les experts. Je m'appelle Kolian Palemele, je suis le président de la PAFO, la Pan-African Farmers Organization, basée à Kigali. C'est une plateforme qui regroupe plus de 44 pays, 70 millions d'agriculteurs membres pour 5 grands réseaux, l'Europa, la PROPAC, EAF, Imnagri et également le SACAO en Afrique australe. Je pense que pour répondre à votre question, il faut partir du fait que l'Afrique, c'est un continent qui regorge assez de ressources naturelles. Il y a des terres, il y a de l'eau, il y a une jeunesse, plus de 60%. Il y a des femmes très actives. Et donc, pour moi, tous ces éléments-là, conjugués ensemble, peuvent faire décoller l'Afrique. Et l'Afrique peut se nourrir et nourrir le monde. Parce que toutes ces ressources bien exploitées peuvent nous permettre de créer de l'économie et de créer des opportunités, aussi bien pour les Africains que pour le reste du monde. Donc, si on part sur cette base, donc, il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à faire ce qui est nécessaire? Je veux dire également que si l'Afrique n'arrive pas aujourd'hui à produire comme il se doit, je pense qu'il faut remonter aussi sur des facteurs qui font que nous avons un grand défi à relever, des défis à relever sur le plan climatique. Hein? Ça, c'est connu de tout le monde. Également, des conflits en Afrique font que les acteurs ne sont pas sur place, ne sont pas stables dans certaines parties de l'Afrique. Et les gens sont tout le temps dans des camps de réfugiés, sont en déplacement dans d'autres zones. Ça aussi, ça pose assez de problèmes. Et les autres facteurs, c'est les récents problèmes émergents. Quand on parle du Covid-19, c'est quand même un problème mondial. Et ça a eu assez d'impact sur notre système de production. Également, la crise russo-ukrainienne, que tout le monde est en train de présenter ici, c'est vrai que c'est à des milliers de kilomètres
de l'Afrique, mais ça a quand même eu assez d'impact sur le système de production. Et du coup, quand on fait cette analyse mis ensemble, on pense que les systèmes ont connu leurs limites. Les systèmes de développement, les politiques agricoles ont connu déjà leurs limites parce que les États, les gouvernements n'ont pas eu la capacité d'anticiper à ces situations-là. Ils n'ont pas mis en place de bonnes politiques pour anticiper à tout ce que nous vivons aujourd'hui. D'où il faut revoir les copies des différentes politiques agricoles. Je dis bien des copies des politiques agricoles dans le monde. Il faut également revoir les différentes interventions, que ce soit humanitaire, que ce soit pour le développement agricole dans le monde. Il faut savoir impliquer tous les acteurs pour construire ensemble, pour réfléchir ensemble, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour mettre le monde à l'abri. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, comme des amateurs simples. Nous devons donc commencer déjà à réfléchir, et c'est l'occasion pour moi de dire qu'il faut que nous puissions nous retrouver les scientifiques, les chercheurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et tout le monde, les agriculteurs, tout le monde, les étudiants. Nous devons nous retrouver pour jeter de bonnes bases pour développer l'agriculture dans le monde et résoudre le problème de sécurité alimentaire. Voilà un peu ce que je peux dire, si j'ai bien compris. Bon, mais je veux bien vous croire, mais il y a des données qui trottent dans ma tête. Il y a pas longtemps, il y a même une analyse qui a été faite par Farm, hein, qui a montré que dans la plupart des pays du Sud, et notamment en Afrique, l'accroissement de la production agricole n'est que imputable peut-être de à peine 20% lié au rendement. C'est plus l'extension des superficies cultivées que des rendements. Et il y a une analyse également qui a été faite par, dans le cadre du SILS, et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, c'est SILS, qui montre qu'entre les années 75 et le début des années 2000, c'est-à-dire 2003, environ 684 000 km², les superficies agricoles ont accru de 684 000 km². Si je ne me trompe pas, je pense que Morikoni peut me corriger, c'est l'équivalent de la superficie de la Grèce et de la France réunies. Ça, c'est des faits. Et qui replace effectivement la question de l'intensification dans son truc. Je ne sais pas comment vous... c'est vrai, il y a les politiques, il y a tout, etc. Il faut repenser les politiques publiques et tout. Mais nous avons des faits qui sont là. Et quelle est votre compréhension rapidement? Et comment on peut changer de paradigme par rapport à ces faits-là? Je pense que cette question est très intéressante parce que ça met en surface les faiblesses des politiques et des interventions de développement rural, les interventions en milieu rural. Et aujourd'hui, l'Afrique, en particulier les organisations des producteurs, est en train de, ces acteurs sont en train aujourd'hui de s'adapter et de faire de telle sorte que, au lieu de penser qu'on peut développer l'agriculture à partir des intrants
de l'extérieur, je pense que nous sommes en train de voir maintenant qu'il faut partir de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous voulons. Et du coup, les questions d'intrants chimiques qui essayaient de faire de telle sorte que nous puissions produire n'est plus aujourd'hui une priorité, peut-être une seconde priorité, parce que les gens pensent qu'il faut utiliser déjà les ressources naturelles, utiliser déjà, par exemple, la bouse des vaches, les bouses des chèvres, ainsi de suite, les produits, faire des composts pour produire et pour limiter également, disons, certaines pertes. Alors, votre question, vous savez que quand il faut faire la part des choses, les productions, les filières industrielles, par exemple le coton, les cotons occupent des grandes surfaces, les cafés, cacao, etc., l'arachide, ça c'est de grandes filières qui sont là, qui sont bien organisées, bien développées, mais qui occupent assez de surface. Contrairement à ce que nous maîtrisons mieux, c'est l'agriculture alimentaire locale. Et là également, si vous faites la part des choses, vous trouverez que le coton occupe plus de surface que l'agriculture alimentaire. Donc il faut savoir faire la part des choses et ne pas confondre le tout, parce que ce n'est pas quand on produit le coton, c'est pour exporter. On produit d'autres produits, c'est pour exporter. Mais la base de notre alimentation, il faut savoir les séparer. D'accord. Bon, M. Pallieu, ce n'est pas encore terminé. Nous allons revenir sur cette question qui est, vous l'avez bien dit, c'est au cœur de ce débat-là. Et professeur Lehmann, je sais que les débats internationaux ont certainement déjà balayé les questionnements que nous nous posons aujourd'hui. Et vous avez été au cœur, au niveau international, dans ce débat-là. Et quelles sont vos appréciations sur ces différents questionnements? Et bien entendu, en puisant sur vos profondes racines paysannes, parce que vous avez vécu et travaillé au sein d'une exploitation agricole. Donc, vous avez la parole. Merci, Jean, pour cette introduction. Tout brièvement, en une phrase, le HLPE que je préside s'appelle Panel d'experts pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc, c'est très important de le mentionner. Nous sommes un comité directeur de 15 personnes. Donc, 6 personnes sont de la nutrition, de nutritionnistes, donc des spécialistes de ce secteur-là. Nous faisons des rapports pour le CSA, une institution onusienne que Gerda Verburg a présidée il y a peu d'années. Nous faisons des rapports dont, par exemple, le rapport sur l'agroécologie, dont je parlerai après, peut-être dans un second tour de table. Pour reprendre votre question et la réponse de notre collègue, j'aimerais dire que, juste pour comparer, en 1960, sur la planète, nous avions 4,6 milliards d'hectares de terres agricoles, dont 1,4 qui étaient des terres ouvertes pour les cultures, et moins de 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous avons exactement 4,6 milliards, même s'il y a eu des modifications ici ou là, aussi dues à l'urbanisation, bien sûr, mais la même surface pour nourrir plus de 8 milliards d'habitants. Et donc, nous sommes au
centre de ce débat intensification ou productivité, intensité et productivité. Les agriculteurs sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui. La main-d'œuvre a été remplacée par du capital et surtout les intrants ont eu un effet fantastique sur les rendements et la sécurité des rendements pour l'agriculture. Et en même temps, et là je reprends ce qui a été dit avant, il est très important de réfléchir en système alimentaire, et pas seulement l'agriculture, et non seulement la filière agroalimentaire, mais le système dans son ensemble. Nous sommes tous responsables de la situation que nous avons aujourd'hui et que nous pouvons critiquer. Par exemple, les attentes de nous, consommatrices, consommateurs, par rapport à la qualité des produits, par rapport au prix des produits, a joué aussi un rôle moteur pour l'évolution de l'agriculture. Ici, surtout dans le nord global. Donc, la sécurité alimentaire, aujourd'hui, n'est pas assurée puisque nous avons des centaines de millions de gens qui n'ont pas assez à manger ou qui sont mal nourris. Nous avons aussi des centaines de millions de gens qui mangent trop ou mal dans l'autre sens, avec l'obésité, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Donc ici, il est très important de réfléchir en système. Et aussi, comme la solution que nous pouvons voir, c'est que démographiquement, tout a été bien expliqué tout à l'heure, et nous pouvons aussi nous rendre compte que dans le Nord, la démographie sera plutôt dégressive, si bien qu'avec intensifié, qu'est-ce que je veux avec intensifié dans le Nord? Et que veut dire intensifié dans le Sud, où la population va augmenter, où l'on utilise aujourd'hui à peu près 10 fois moins d'intrants que dans le Nord. Donc les réponses sont totalement différentes et adaptées au contexte et peut-être aussi aux 5 régions dont Madame a parlé tout à l'heure, 5 régions mondiales. Donc il est très important de se dire, mais que veut dire la transformation nécessaire, vous allez pouvoir l'appeler l'intensification, transformation nécessaire dans le Nord et dans le Sud, mais ce qui peut être commun aux définitions dans les différents contextes, c'est que la première chose qui se fait, qui devrait être faite, c'est augmenter l'efficacité des ressources que l'on utilise afin de les utiliser de façon plus parcimonieuse. Ça permet aussi de réduire les risques sur l'environnement. Le deuxième pas ensuite, c'est de mettre en pratique la pratique de l'agroécologie. Ceci est extrêmement complexe, ça prend quelques instants quand même à être expliqué. J'aimerais tout simplement dire qu'avec l'approche agroécologique, on essaye de mettre en place, pas par pas, des pratiques agricoles qui utilisent moins d'intrants moins d'intrants artificiels et qui mettent davantage au centre les ressources naturelles dont nous disposons, combinées avec le savoir que nous pouvons avoir, les connaissances du système, ravageurs, prédateurs, et maladies, et puis aussi les possibilités de prophylaxie. Tout ceci peut jouer un rôle important. Je viens de lire et de résumer un livre paru en France, Zéro pesticide, pour l'éditeur. L'auteur principal, Madame Florence Jacquet, et tous ses collègues de l'INRAE. Ce livre m'a passionné et ça m'aide aussi à expliquer ou donner une réponse à votre question. Dans ce livre, on a stipulé qu'en serait-il si nous faisons une rupture totale avec le système actuel et nous n'utilisions plus aucun pesticide. Et l'analyse du livre montre très bien ce qui a été fait pendant la Révolution verte, donc les 50 dernières années, et toute la simplification des systèmes de production que nous avons pu avoir grâce à ces méthodes et grâce à ces intrants. Et que faudrait-il faire maintenant si on doit faire chemin arrière, rebrousser chemin pour protéger davantage l'environnement? Ceci sera un processus extrêmement long et très complexe. Et je
Je pense que j'aurai la possibilité de dire encore quel cadre faut-il mettre en place pour que l'agriculture puisse envisager un tel chemin à l'avenir. Merci, professeur, mais je ne vous quitte pas. Une petite question, peut-être provocante. Hein? Faut-il, est-ce que l'intensification seule permet de résoudre le problème? Ou bien il faut déjà penser à imaginer d'ici d'ici 2030 d'autres options qui viendraient s'ajouter à l'intensification. Alors, je vous donne une réponse en forme de boutade. L'intensification telle nous l'avions conçue dans le passé, nous n'en avons pas besoin. OK. Il faut réfléchir autrement, une approche différente. Et la question pour moi, je connais beaucoup moins l'Afrique que vous, mais j'y suis très souvent et depuis très longtemps. Et je vois aussi de quelle façon évoluent les systèmes de production en Afrique. Et je me dis aussi, mais que vont-ils faire? J'enseigne aussi, par exemple, au Cameroun, à Obala. Et quand je parle d'agroécologie, le débat avec les étudiantes et les étudiants est complètement différent de celui que j'ai dans des salles de cours dans le Nord. Et eux ne comprennent pas pourquoi ne devrions-nous pas faire ce que vous avez fait les 30 dernières années, et expliquer une approche différente est extrêmement... C'est un défi tout particulier. Donc, ma réponse, l'intensification telle que nous l'avons connue, ce n'est pas la solution pour l'avenir. D'accord, merci, professeur. Et dès lors qu'il s'agit d'agriculture ou d'intensification agroécologique durable, la communauté des chercheurs ne peut qu'être interpellée. Et je me tourne maintenant vers Dr Andreu, qui nous suit en ligne. Et quelle appréciation faites-vous, en tout cas, de tous ces questionnements que nous nous posons aujourd'hui et en matière d'options d'intensification agroécologique durable? Y a-t-il des modèles réussis qui pourraient, en tout cas, éclairer les politiques publiques actuelles et celles à venir? Et à vous, docteur Andreu, et n'hésitez pas d'insister sur des exemples pratiques. Oui, vous avez la parole. Merci. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées. Le CIRAD travaille dans une diversité de contextes au Sud et l'agroécologie est une des thématiques centrales au CIRAD. Cette agroécologie, elle a déjà été définie, mais ce qu'elle propose, c'est justement une intensification des systèmes agricoles, mais non pas par l'utilisation intensive des intrants de synthèse, mais plutôt par une meilleure valorisation des processus écologiques. Alors concrètement, mieux valoriser les processus écologiques, c'est généralement renforcer la biodiversité dans les systèmes agricoles. Alors, une biodiversité renforcée dans les systèmes agricoles, elle a plusieurs fonctions, déjà évoquées même dans la table ronde précédente. C'est mieux valoriser les ressources productives, l'eau, le sol, les nutriments, via la complémentarité entre espèces, entre variétés, entre cultures et arbres, entre l'animal et les cultures. Et c'est rendre le système également plus résilient. On a évoqué beaucoup dans la table ronde précédente le changement climatique. C'est des chocs économiques aussi. Donc, via cette complémentarité entre espèces, entre plantes, entre animal et végétal, on rend le système plus résilient parce qu'on a cette capacité à, par exemple, mieux valoriser des nutriments, mais aussi à diversifier les sources de revenus au sein de l'exploitation. Et puis, on a aussi cette capacité à être plus résilient face à une invasion de ravageurs, par exemple. Donc, cette biodiversité, elle est vraiment centrale dans ces systèmes agroécologiques. Et bien sûr, leur déclinaison, elle va dépendre des enjeux spécifiques que se posent les agriculteurs dans différents contextes.
mais aussi des contraintes en termes de main-d'œuvre, en termes de capacité à mobiliser des ressources productives comme des équipements. Alors, pour vous donner des exemples concrets, dans différents contextes, on a travaillé sur différentes solutions. En zone agropastorale d'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup travaillé sur la question de l'intégration agriculture et élevage. On a des systèmes agropastoraux où il y a l'animal, où il y a l'élevage, mais où on souhaitait mieux valoriser, mieux optimiser l'intégration entre ces deux systèmes pour augmenter durablement la productivité. Donc, c'est renforcer la place des légumineuses dans ces systèmes pour alimenter les animaux et mieux valoriser les déjections. En Amérique latine, dans des systèmes caféiers, on s'est intéressé beaucoup à la question des associations entre le café et d'autres plantes d'ombrage, là encore pour augmenter la productivité de ces systèmes. Et là, les questions que nous posaient les acteurs de terrain, c'était beaucoup la question du changement climatique dans ce contexte spécifique. Mais c'est une question qui intéresse, on l'a vu, tous nos écosystèmes à travers le monde. Et en Guadeloupe, où je suis actuellement, on nous pose, la société civile nous pose beaucoup la question de la réduction des pesticides. Donc, dans des systèmes de monoculture banane, on s'intéresse à la façon de réduire les pesticides en introduisant l'animal et l'animal rend des services en contrôlant l'enherbement dans ces systèmes. Donc tout ça pour vous dire que l'agroécologie, on a dit que c'est complexe, mais ça peut répondre à ces défis, à ces questions d'augmentation de la productivité sans impacter négativement les écosystèmes naturels. Ok, bon, pour une question précise, hein, parce que je vais encore donner des exemples entre les années 75 et 2013. Les analyses ont montré, par exemple, que si vous prenez des régions, pour ceux qui connaissent le Niger, comme Tawa, Tillabéri, Maradi et autres, etc., et il y a eu pas moins de 250 000 hectares de terres jadis incultes récupérés grâce à des techniques d'innovation endogène et tout, etc. Et vous n'avez pas oublié, très récemment, on en a parlé de Yacouba Sawadgo qui a eu le prix Nobel alternatif par rapport à ces pratiques agroécologiques et tout, etc. Et qu'à travers ces systèmes également, on contribue à la question du changement climatique parce que cultiver en agroforesterie, 1 hectare permet de stocker environ 5,2 tonnes de CO2, etc. Et comment voyez-vous en tout cas la place de l'innovation endogène, de la co-innovation par rapport à ce défi d'intensification agroécologique durable? Et l'exemple que je vous ai donné au Sahel, c'est vraiment la force des innovations endogènes. Les paysans n'ont pas attendu. C'est vrai que la recherche est venue après, mais on est venu trouver que les paysans pratiquaient déjà les ailes, les demi-lunes, les cordons pierreux, etc., etc. Et cela a transformé en tout cas la nature et augmenté les rendements, accroître le nombre d'arbres, donner espoir de vie à des populations pour lesquelles on avait dit qu'il fallait peut-être les déguerpir parce qu'il n'y avait plus d'opportunités de vie dans ces zones-là. Très rapidement, comment vous voyez la place de la co-innovation, de l'innovation endogène dans tout ça? La co-innovation, elle est centrale dans ces principes de l'agroécologie. J'ai insisté sur la biodiversité, mais c'est aussi un des principes phares, co-innover, valoriser ces connaissances endogènes des producteurs. Ce n'est pas le chercheur tout seul qui détient la connaissance, vous l'avez évoqué vous-même, les agriculteurs du Sud, mais partout ailleurs, ce sont des expérimentateurs, ils détiennent une connaissance qu'il faut valoriser. Alors après, je tiens quand même à préciser qu'il y a des fois un raccourci qui est fait
entre système traditionnel et système agroécologique. Et on fait le procès à l'agroécologie de maintenir certains systèmes dans le statu quo, dans des systèmes qui seraient traditionnels et parfois peu productifs. L'enjeu, c'est vraiment de combiner ces connaissances endogènes des producteurs avec les connaissances scientifiques pour répondre à des défis nouveaux auxquels sont confrontés ces systèmes. On a évoqué l'augmentation du coût des intrants, l'accélération des phénomènes climatiques. Donc, il y a la nécessité de valoriser ces connaissances endogènes qui se sont bâties sur des centaines d'années parfois, avec des connaissances nouvelles pour faire face à ces défis nouveaux. Donc, c'est par exemple de nouvelles pratiques de travail du sol, c'est aussi de nouveaux agencements au sein de l'exploitation, de nouvelles variétés, de nouvelles formes d'intégration, on a évoqué ça tout à l'heure, entre agriculture et élevage. Donc, la co-innovation, elle est vraiment centrale et ce n'est qu'à travers cette co-innovation qu'on pourra proposer, co-construire ensemble des systèmes de production répondant à les défis nouveaux et auxquels sont confrontés nos systèmes agricoles dans une diversité de contextes. Très bien. Bon, je sais que nous avons démarré notre panel avec un passif qu'on ne va pas augmenter, mais il y a deux questions centrales pour lesquelles on aurait besoin quand même d'avoir vos points de vue avant de passer aux questions de l'audience. Et la première question, c'est vraiment une réalité de terrain et elle est politique. Les choix controversés de modèles agricoles ou sociétaux continuent de diviser les pouvoirs publics ou gouvernants, toujours centrés sur les logiques productivistes, et les producteurs agro-pastoraux dans plusieurs pays du Sud, et particulièrement en Afrique. Et comment peut-on replacer la question de l'intensification agroécologique durable au cœur des politiques publiques dans un tel contexte? C'est une question réelle, hein, parce que nous vivons ça sur le terrain. Donc, on aurait besoin de votre point de vue là-dessus. Deuxième question, ça concerne la question de la coopération Nord-Sud. Et quel type de coopération on doit vraiment impulser et qui soit bénéfique à cette intensification agroécologique durable? Et j'irais même à demander, est-ce qu'on peut rêver en tout cas d'une solidarité Nord-Sud ou d'une coalition Nord-Sud en faveur d'une intensification agroécologique durable? Donc voilà deux questionnements. Et je commencerai par Dr Andrieu. Oui, très rapidement sur ces deux questions parce que Capucine va nous rappeler tout à l'heure le timing. D'accord, très bien. Voilà. Donc, on a évoqué la nécessité de mettre au centre la biodiversité. Donc, ça implique des changements souvent assez profonds au niveau des exploitations agricoles. Et donc, il faut pouvoir accompagner ces transformations avec des politiques incitatives. Et un des aspects, c'est comment favoriser des synergies entre politiques sectorielles. Parfois, ce qu'on constate sur le terrain, c'est des tensions entre politiques, par exemple entre des politiques agricoles et des politiques environnementales. Donc l'enjeu, c'est de favoriser des synergies entre ces politiques pour qu'elles aillent dans le même sens, qu'elles puissent se compléter. Mais pour inciter ces changements, outre les politiques, il y a aussi à penser à des innovations de marché, des incitations via, par exemple, des systèmes participatifs de garantie pour permettre aux producteurs de mieux valoriser leur production agricole. Alors, j'ai évoqué les systèmes participatifs de garantie parce que ça me paraît un instrument assez intéressant pour valoriser justement cette évaluation par les pairs et permettre de s'appuyer sur des cahiers des charges définis collectivement. Et ces cahiers des charges, ils jouent un rôle aussi clé pour renforcer cette
confiance entre l'agriculteur et le consommateur. Et puis, il faut aussi penser au-delà de ces politiques incitatives et de ces innovations de marché. Il y a tous les dispositifs à mettre en place pour coproduire des connaissances. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. La nécessité de mettre tous les acteurs, les agriculteurs, les chercheurs, mais aussi des techniciens. Parce que les conseillers agricoles, ils vont jouer un rôle clé aussi pour accompagner les changements au niveau de l'exploitation. Donc, ça implique de renouveler les dispositifs de conseil pour qu'ils puissent mieux prendre en compte cette diversité au sein de l'exploitation, développer des outils appropriés pour accompagner. Donc, tout ça pour dire que les politiques publiques, c'est important, mais qu'il y a une réflexion à avoir sur tout le réseau d'acteurs qui accompagnent les producteurs, y compris les techniciens et le marché. OK. Merci beaucoup. Professeur Lehmann. Je soutiens complètement ce que vous venez de dire, Madame, dans la mesure où tous les acteurs concernés doivent pouvoir faire partie de la solution. Si vous avez aujourd'hui, vous regardez qui travaille pour les systèmes de production que nous connaissons, que nous voudrions transformer vers davantage d'agroécologie. Vous avez, bien sûr, les familles d'agriculteurs, mais vous avez ceux qui vendent les intrants, vous avez le conseil agricole, vous avez les transformateurs qui veulent une certaine qualité ou pas, ou certains prix, vous avez les distributeurs et vous avez les consommatrices et la consommation. Et dans le fond, comme vous venez de le dire, Madame, il faut que tous soient conscients qu'ils doivent apporter quelque chose dans la transformation de ce système. Et là, j'en arrive au deuxième élément de réponse. Le cadre politique, que peut-il faire ou que devrait-il pas faire? J'ai pu constater au courant des années d'activité, de recherche ou autres, qu'en modifiant les régulations, vous punissez un des acteurs de la chaîne et celui-ci n'est pas sûr de pouvoir être rémunéré par le système de marché. Aussi dû à la concurrence internationale que vous avez. Donc il faut aussi réfléchir à quel pourrait être l'encadrement par les mesures de politique agricole ou agroalimentaire, comme par exemple des politiques d'incitation, pour que l'on puisse inviter à essayer, à prendre des risques pour produire de façon plus écologique. Et j'aimerais aussi mentionner, avant que le débat soit terminé, c'est que l'agroécologie, ou la conception de l'agroécologie inclut beaucoup d'éléments qui ont à voir avec les interactions entre les acteurs. Donc de l'équité dans les filières. Okay. Pas de pouvoir de marché, moins de pouvoir de marché. Et ces choses-là sont extrêmement importantes pour qu'on puisse avancer de façon efficace dans ce sens. Okay. Votre question sur la coopération, j'y réponds. Un mot rapidement. Pour notre institution, le HLPE, dans tous nos rapports, nous insistons avec force sur le terme en français de l'agencéité, c'est-à-dire l'indépendance des acteurs afin qu'ils soient producteurs ou consommatrices ou consommateurs, l'agencéité pour dire qu'ils puissent être en mesure de faire leurs propres choix, de prendre leurs propres décisions, qu'ils ne soient pas dépendants de systèmes qui les contrôlent. Très bien. En fait, ça résume le sentiment que au niveau du Sud, on perçoit de la coopération actuelle sous forme de dictats, d'injonctions et tout, etc. Il faut dépasser cela. Mais on va répondre certainement à la question de comment. Docteur M. Palemele, juste quelques mots. Oui, moi je pense que par rapport au choix des systèmes, nous sommes déjà à la limite de tous les problèmes. C'est-à-dire tous les problèmes aujourd'hui viennent de là. Parce que l'État, les gens ont décidé pour les autres.
Moi, je pense qu'il faut que lorsqu'il y a le choix des systèmes de production, il faudrait que tous les acteurs soient impliqués dans ce choix-là, dans l'élaboration des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Et dans nos pays, je veux dire. Maintenant, par rapport à la coopération Nord-Sud, je disais que pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive déjà à trouver des passerelles entre des choses qui ont réussi et qui peuvent intéresser nos jeunes, parce que, si vous vous rappelez bien, les jeunes sont exclus des systèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès au foncier, c'est-à-dire aux terres, ils n'ont pas. Donc tout ça, il va falloir travailler sur ces aspects-là. Également, travailler sur les questions des chaînes de valeur et travailler sur les questions d'information et des innovations et aussi réduire, c'est-à-dire travailler sur les questions de l'agroécologie, comme ça a déjà été dit ici, et également mettre, disons, réduire les barrières commerciales sur les questions alimentaires, donc à travers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui est déjà un outil mis en place par l'Union africaine, et cela pourrait nous aider à renforcer la coopération entre le Sud et le Nord. Merci beaucoup. On ne peut pas épuiser le sujet, hein. Il y a des questions pour lesquelles nous allons les amener à la maison parce que, par exemple, celles liées à le fossé entre les producteurs et les gouvernants par rapport au choix de modèles. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir devant les gouvernements, parler d'agroécologie, de politique sensible à l'agroécologie et tout? C'est des questions qui vont rester. Capucine, désolé vraiment d'avoir mordu un peu et je vous repasse la parole. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vais très rapidement passer la parole aux étudiants qui ont de nombreuses questions, comme pour la première table ronde. Je voudrais juste faire progresser un tout petit peu dans le débat avec vous, Koliang. Vous avez beaucoup parlé de coopération, donc nul besoin de revenir sur le sujet. Je voudrais que vous nous racontiez, que vous nous expliquiez comment vous recevez, comment est-ce que vous vivez, vous, en tant qu'agriculteur, basé au Tchad, ce problème écologique. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu dépassé par les injonctions qui vous sont envoyées ou au contraire, est-ce que ces injonctions, est-ce que ce qui se passe en matière écologique devient un peu un moteur de transformation? Merci beaucoup. Bon, je veux quand même peut-être parler de ce que nous, au niveau paysan, commençons déjà à faire. D'ailleurs, nous sommes en train de faire depuis. Oui. C'est les contrats de parcage. Les contrats de parcage d'individu à individu. C'est-à-dire les gens peuvent, l'agriculteur et l'éleveur s'entendent pour que l'éleveur puisse venir parquer ses bétails dans le champ de l'agriculteur et pour un temps. Et donc, il y a ce contrat qui est là, en train d'être fait dans une région, le Maïkébi. Et donc, ça, c'est une réussite quand même, c'est une réussite qui doit nous intéresser ici. Il ne faut pas partir de rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Alors, nous, au niveau, comme je le disais tout à l'heure, tous les problèmes aujourd'hui dans nos pays, c'est beaucoup plus la question du changement climatique, les questions d'insécurité surtout, parce que le changement climatique avec les inondations qui ont fait déguerpir pas mal de paysans, qui ont détruit leurs récoltes, et des paysans se sont retrouvés, plus d'1 million de paysans ailleurs, se sont retrouvés ailleurs, dans des camps de sinistrés. Mais tout comme les questions d'insécurité, qui quelquefois n'est pas... Il n'y avait pas ça, parce que l'insécurité, ce n'était pas... il n'y avait pas ça au Tchad en réalité. C'est dans les années... Dans ces dernières années
que nous avons ces questions, nous vivons cette question d'insécurité en milieu rural. Parce qu'il n'y en avait pas ça. Il y a les questions de Boko Haram, que vous connaissez très bien. Et ça, c'est des questions qui nous dépassent et qui poussent les paysans à laisser leurs terres et à rester dans des camps de réfugiés. Donc il y a ça, c'est des questions que nous, on pense que la communauté internationale doit faire quelque chose. Parce qu'il ne faut plus travailler avec ces bandits-là, ces extrémistes. On ne doit pas travailler avec eux. Aucun pays ne doit travailler avec eux. Aucun pays ne doit tisser des relations avec ces délinquants. Parce qu'en fait, ça nous empêche de vivre. Et c'est même ça qui fait que certains jeunes quittent l'Afrique, ils viennent rester ici parce qu'ils ne sont pas en insécurité de chez eux. Alors donc du coup, nous pensons qu'il faut lier cette question-là, si on veut bien traiter les questions de production agricole, de sécurité alimentaire, il faut lier cette question-là. Il faut prendre en compte cette question, je veux dire. Et l'autre aspect, c'est la question des enclavements. Vous ne pouvez pas prétendre apporter de l'assistance alimentaire à des gens que vous n'avez pas accès à eux. Ça, c'est du rêve. Donc moi, je pense qu'il faut déjà travailler sur les infrastructures de transport, les infrastructures de communication, l'énergie doivent être considérées comme des infrastructures, disons, humanitaires. On doit mettre ça comme des infrastructures d'ordre humanitaire. Parce que si on veut que les gens échangent leurs produits avec d'autres villages, il faut bien qu'ils circulent sans problème. Et ça peut contribuer donc au développement de l'agriculture dans notre pays, dans nos pays africains et particulièrement au Tchad. On restera là-dessus. Merci beaucoup, Koliang. Je donne la parole tout de suite aux deux étudiants qui ont sélectionné les questions les plus pertinentes qui ressortent de la salle et du chat, et ils vont me rejoindre tout de suite. Bonjour à tous les deux. C'est à vous. Ah, il est là le micro. Bonjour, c'est Martine, étudiante de l'UEDS, accompagnée de François, mon collègue. Donc du chat ressortent 4 questions. Je te laisse peut-être commencer par la première. Alors, pour la première question, bien sûr, du chat, ils ont demandé sans refuser les rapports de... Attends, je n'arrive pas à te lire là. Désolée, j'écris comme un docteur. Sans refuser les apports de l'agroécologie aux petites exploitations, dans lesquelles l'enjeu est de concilier l'augmentation de la production et la préservation de la diversité, n'est pas plus dans l'organisation des producteurs et des chaînes de valeur pour approvisionner les centres urbains de consommation. Et une deuxième question sur qu'en est-il de... Qu'est-ce qu'on attend au fait des entreprises en aval, des entreprises de transformation, et quel est leur rapport dans leur rôle dans l'intensification? Bernard, je vous laisse répondre. Merci. Alors, concernant la première question, je dirais que l'approche de l'agroécologie que vous pouvez lire dans plusieurs rapports ou manuels englobe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure de façon très brève, les relations entre les acteurs. Et ceci implique aussi une production locale davantage renforcée par rapport au passé, des marchés locaux, aussi des marchés informels, aussi pour l'agriculture, pour l'agriculture périurbaine, urbaine ou le système alimentaire urbain. Il est très important, et ceci est relevé dans plusieurs publications africaines. Les marchés informels jouent un rôle extrêmement important pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc tout ce qui est local,
Et pour cela est important. Et pour cela, on est très vite dans le domaine de la résilience, où on a vu que la résilience, les systèmes alimentaires étaient vulnérables s'il y a des ruptures de flux globaux, comme le marché des céréales, par exemple. Et ici, il est très important de reprendre ce qui a été dit avant nous ce matin. La diversité est extrêmement centrale. Ne pas prendre des risques avec la simplification, avec la concentration, par exemple, sur 2 exportateurs. Il y a certains pays africains qui sont dépendants que de 2 exportateurs de céréales, c'est l'Ukraine et la Russie. Ceci est un risque. Donc ici, il faut diversifier. L'agroécologie veut dire aussi la diversification dans les relations commerciales entre les acteurs. Le deuxième point, la transformation. Je pense que, et je le réalise au Tchad, il manque un curriculum de formation pour la transformation agroalimentaire, puisque c'est plutôt fait par des grands groupes. Et si vous voulez créer quelque chose de local, de nouveau, de plus petit, des PME, il faut aussi que ce savoir soit ancré auprès des jeunes qui souhaitent le faire. Donc, la formation pour soutenir le savoir-faire nécessaire dans la transformation des produits locaux est quelque chose de très central. On va enchaîner sur les 2 questions suivantes. Okay. Pour la deuxième question, si elle vient aussi du chat, affirmer la nécessité de l'intensification, n'est-ce pas s'engager aussi vers la spécialisation, de la réduction et de la diversité des petits exploitants, pourtant présents comme indispensables à la résistance? Pourquoi ne pas investir dans la récupération des terres dégradées pour faire face au changement climatique? Dernière question ici. Les échanges sur les pratiques entre agriculteurs des différents pays sont-ils une voie pour intensifier l'agriculture par l'agroécologie et résister au changement climatique? Et surtout, quel financement pour accompagner l'agroécologie familiale? Koliang, vous vous sentez de répondre au moins à la première? Oui, je pense que par rapport donc à l'intensification que vous dites, est-ce que cela peut apporter des réponses à la situation de l'agriculture, du moins à développer l'agriculture alimentaire, etc. Moi, je pense que le cas de l'Afrique, c'est un cas particulier parce que l'Afrique aujourd'hui a sous les mains plus de 60 000 producteurs, ou contrairement à l'Europe ou à la France. Quand je prends la France, c'est moins de 5% des agriculteurs selon ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et en Afrique, c'est les 60 millions, disons 60% des jeunes et des femmes qui sont dans l'agriculture. Donc, du coup, ils n'ont pas les moyens que les autres ont. Et ils travaillent avec les moyens de bord. Ils n'ont pas accès à un financement. Le système de financement, les banques n'ont pas confiance en eux, d'abord. Et du coup, ils développent donc l'agroécologie. Et c'est ce système d'agroécologie que nous sommes en train de promouvoir. Et du coup, c'est ça un peu ce que nous appelons, nous pouvons faire de cela si nous travaillons bien sur l'agroécologie, nous pouvons effectivement intensifier. Mais l'intensification n'est pas pour nous en termes de priorité parce que nous pensons qu'on peut le faire, mais ce n'est pas vraiment une priorité en tant que telle. Merci beaucoup, Koliang. On a déjà un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Je voudrais vous redonner la parole, Nadine, pour conclure peut-être cette table ronde. Quel est le point essentiel, selon vous, qu'il faut retenir, le point primordial qu'il faut retenir de cette table ronde, en guise de conclusion? Le point essentiel, c'est que des solutions existent. Des solutions sont aussi à co-construire.
et qu'on a besoin de l'ensemble des acteurs, des producteurs eux-mêmes, des techniciens, des chercheurs pour coproduire ces connaissances, qu'il est possible d'intensifier, mais qu'il faut renouveler nos postures, il faut renouveler nos façons d'interagir entre acteurs et mieux valoriser des processus écologiques. Les intrants de synthèse ne sont pas totalement exclus, mais il faut rompre avec cette intensification via les processus, via les intrants de synthèse, excusez-moi, où on a vu les impacts que ça pouvait conduire sur les écosystèmes et la santé des populations. Donc, en résumé, je pense que c'est le message qu'il faut retenir. On peut, dans une diversité de contextes, intensifier les systèmes agricoles, les systèmes alimentaires au sens large, avec on a beaucoup mis l'accent sur la recherche, les producteurs, mais tous les acteurs qu'on a cités, y compris ceux de la transformation, ont un rôle à jouer dans cette transformation et ce changement de posture vis-à-vis de l'intensification. Merci beaucoup Nadine Andrieux pour cette conclusion. Je rappelle que vous intervenez en vision depuis la Guadeloupe.